Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions placée sous le signe d'un chauvinisme non dissimulé, puisque nous allons parler d'un minéral bien de chez nous, la montmorillonite, et surtout de son rôle dans l'origine de la vie, rien que ça. La géologie va rejoindre la biologie. D'où sort l'idée que la vie n'est pas magiquement sortie de nulle part? C'est parce que la biochimie, c'est-à-dire la chimie des molécules organiques, n'est pas restreinte qu'aux vivants. L'univers est fait d'atomes, les êtres vivants sont faits des mêmes atomes, les réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur des cellules vivantes peuvent toutes être produites en dehors du vivant. Bref, la biochimie du vivant n'est qu'une extension de la chimie du non-vivant. En d'autres termes, ce qu'on appelle la vie n'est qu'une série de réactions biochimiques banales faites avec des atomes tout aussi banals. La vie n'a rien de spécial, si ce n'est qu'elle se trouve un cran au-dessus en termes de chimie. Il n'y a pas de différence de nature entre le vivant et le non-vivant, mais simplement une différence de degré. Conclusion, la vie et le non-vivant ne font qu'un, et puisque la vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années, là où l'univers, lui, est presque 4 fois plus vieux, eh bien ça veut dire que le vivant est apparu après le non-vivant, à partir du non-vivant. Fin du couplet, vos histoires de Louis Pasteur et de ses expériences faites il y a plus de 100 ans, vous pouvez vous les garder. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la théorie de l'abiogénèse, dans sa forme actuelle tout du moins, est une théorie faite d'hypothèses qui ont été formulées un petit peu faute de mieux, je dirais. Il n'y a pas de théorie scientifique en biologie qui soit plus théorique que l'abiogénèse. Il faut voir cette théorie comme une courbe pointillée que l'on s'efforce de faire passer par quelques points d'ancrage que sont nos connaissances et nos observations. Voici ces points d'ancrage tels que décrits dans cet article scientifique dont je vous mets le lien dans la description. La vie, c'est donc de la chimie basée sur des molécules organiques. Donc d'abord il faut comprendre d'où viennent ces molécules organiques. Notre premier point d'ancrage, ce sont les astéroïdes et les comètes, qui contiennent déjà des molécules organiques. Ces objets célestes suggèrent donc que les réactions biochimiques ont pu avoir lieu bien avant la formation de la Terre elle-même et que les briques de base de la chimie du vivant existaient déjà avant notre propre système solaire et donc avant le vivant lui-même. Alors même si j'ai aucune idée de comment ces molécules se forment dans le vide spatial, je ne suis pas chimiste, le fait est qu'elles sont bien là, comme dans la météorite de Murchison que vous voyez en ce moment à l'écran. Ce ne sont toutefois pas encore des molécules de grande taille, telles que des nucléotides, les constituants de base de l'ADN et de l'ARN. Pour voir apparaître de tels nucléotides, il faut attendre la formation de la Terre. Là, des milliers d'années de réactions chimiques dans ce qu'on appelle communément la soupe primitive ont pu voir apparaître de telles molécules. On cite bien souvent l'expérience de Miller, 1953, comme étant celle qui a prouvé que des molécules de grande taille pouvaient apparaître spontanément dans la soupe primitive. On oublie bien souvent que cette expérience date des années 50 et que les scientifiques n'allaient pas laisser Miller s'en sortir à si bon compte. Beaucoup ont voulu prouver qu'il avait tort et d'autres, encore plus nombreux, ont voulu leur part du gâteau succulent de sa découverte, tant et si bien que l'expérience originale de Miller a été reproduite des centaines de fois et l'est encore aujourd'hui par des dizaines de scientifiques à travers le monde. Cela démontre bien la répétabilité de ces résultats et cela les a même améliorés. Miller n'avait pas obtenu de nucléotides à l'époque, mais aujourd'hui on en est capable. Tout du moins des fragments de nucléotides. Donc oui, des nucléotides peuvent apparaître spontanément dans la nature de la Terre primordiale. Il ne faut pas oublier qu'en plus, cette Terre primordiale était très pauvre en oxygène, donc l'environnement était moins propice à dégrader de telles molécules. Comment passe-t-on au point d'ancrage suivant, la formation d'une chaîne de nucléotides? L'ADN et l'ARN consistent en des nucléotides liés les uns aux autres en une longue chaîne. C'est là qu'intervient notre fameuse montmorillonite. La montmorillonite a été découverte par un géologue poitevin en 1846 dans la Vienne, en France, près de Montmorillon plus précisément, ville d'où elle tient son nom. C'est un argile d'une belle couleur rose aux propriétés fantastiques. À sa surface, les molécules organiques s'assemblent spontanément. Les nucléotides s'y rassemblent pour former des chaînes d'ARN et les phospholipides s'y coagulent pour former des membranes. Ainsi, deux composantes fondamentales des cellules vivantes, l'information génétique et l'enveloppe cellulaire, se forment spontanément à la surface de cette argile. La montmorillonite agit comme un véritable échafaudage pour les molécules qui servent à la vie. Si ça, c'est pas une révolution pour notre petite science à nous, je ne sais pas ce que c'est.
Mais ces molécules d'ARN ne sont pas encore vivantes. Pour cela, elles doivent se reproduire, la propriété fondamentale du vivant. Tout le problème de l'ADN, c'est qu'il faut des protéines pour en fabriquer, et que les protéines doivent elles-mêmes être codées par de l'ADN pour voir le jour. C'est un serpent qui se mord la queue. Qui est le premier à être venu, l'ADN ou la protéine? On ne le saura peut-être jamais. Mais ici, de toute façon, on ne parle pas d'ADN, on parle d'ARN, son alter ego oxydé, et ça change tout à l'histoire. Car l'ARN est une molécule à la fois codante, comme l'ADN, mais peut aussi se présenter sous la forme de ribosyme, forme sous laquelle il acquiert une activité enzymatique. L'ARN est donc capable de jouer le rôle de l'ADN et des protéines à la fois. C'est pour cela qu'on pense que l'ARN est leur ancêtre commun, l'intermédiaire parfait entre ADN et protéines, codant et enzymatique. Avec l'ARN, le serpent ne se mord plus la queue. Mais il reste encore une fois un problème, et ce sera notre dernier point d'ancrage. Les ribosymes sont de très longues molécules d'ARN et on pensait que l'ARN ne pouvait pas former de longues chaînes sans qu'une enzyme ne l'aide. Donc on revient dans un problème de serpent qui se mord la queue et la question de comment était apparu le premier ribosyme restait un mystère jusqu'à très récemment. Je dis jusqu'à récemment car l'un de mes collègues à l'université de Witwatersrand à Johannesburg vient de publier cet article dans lequel lui et son équipe ont démontré qu'en fait, si, l'ARN peut former de longues chaînes tout seul, comme un grand. Et en répétant le processus suffisamment longtemps et sur suffisamment de molécules, il est presque inévitable de finir par obtenir une chaîne correspondante à un ribosyme. La boucle est bouclée, merci messieurs dames. À partir de là, l'ARN devient une molécule qui peut faire des copies d'elle-même comme une grande, copie dont la fonctionnalité sera mise à l'épreuve par la sélection naturelle. C'est le début de l'évolution biologique, bref, c'est le début de la vie sur Terre. Et comme on vient de découvrir des algues unicellulaires fossiles vieilles de 3,8 milliards d'années, il est fort probable que la vie soit même apparue avant la fin du bombardement tardif de notre planète. Ça veut dire qu'une fois que la vie a été lancée, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. C'est la fin de cet épisode, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.